Bienvenue dans l'Écho des campagnes, la série qui met en avant des agriculteurs, des entrepreneurs, des techniciens, des experts, des scientifiques et des industriels qui travaillent avec passion à la transformation de l'agriculture. Un podcast pensé et réalisé par Écosystème, entreprise de formation en agronomie qui accompagne les acteurs de l'agriculture dans leur transition agroécologique. Bonjour François, merci de nous recevoir à la SICAVAC à Sancerre. Est-ce que tu peux te présenter ? Et je m'appelle François Dalle, je travaille donc pour la SICAVAC qui est l'organisme technique des vins du Centre-Loire. La SICAVAC travaille aussi bien sur la partie viticulture qu'œnologie et moi je suis responsable du service viticulture. Très bien. Et tu travailles donc depuis à peu près 25 ans sur le territoire ? Depuis 2002, donc presque 25 ans. Ok. Quand on parle de la SICAVAC dans le vignoble français et un peu au-delà, on parle beaucoup de la taille des vignes et c'est comme ça que tu t'es fait une réputation. Est-ce que tu peux nous dire en fait pourquoi tu t'es intéressé à la taille et puis quelles ont été les conclusions que tu en as tirées et puis en gros qu'est-ce que vous avez fait sur la taille ? La taille est arrivée un peu comme un accident. J'ai commencé ma carrière en Champagne, qui est une des régions françaises où il y a le moins de maladies du bois. Et au bout de 2 ans, donc j'ai changé de poste. Je suis arrivé ici à Sancerre et j'ai eu un vrai choc en voyant ce Sauvignon blanc, qui est un cépage très sensible aux maladies du bois, très affecté par ces maladies-là, beaucoup de mortalité, beaucoup de parcelles de 20 à 40 ans avec de nombreux pieds qui avaient déjà été remplacés. Et donc, c'est une question que je me suis posée dès le départ, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi en Champagne, il y avait peu de maladies globalement et pourquoi on en a autant à Sancerre ? Et assez vite, c'est devenu évident que certains vignerons avaient plus de problèmes que d'autres. Et malheureusement, plus les vignerons cherchaient à travailler bien, plus ils étaient qualitatifs, plus ils avaient de maladies, plus ils avaient de mortalité. Et dans les discussions, il y a des remarques que les vignerons faisaient qui revenaient régulièrement, notamment celle-ci que je viens de faire. Et assez vite, il m'apparaît évident que la façon de travailler des vignerons avait un impact. Donc, on parlait des champignons à l'époque. Et assez vite, il est évident que les facteurs agronomiques avaient un impact. Et parmi ces facteurs agronomiques, très vite, j'ai identifié la taille comme un des facteurs principaux. Ce n'est pas le seul, loin de là, mais c'est un des facteurs principaux. Et en gros, c'était quoi les problèmes liés à la taille sur l'impact sur les maladies ? Alors, pour refaire un peu l'histoire telle que c'est faite, un vigneron m'a appelé pour aller transformer un guyot en cordon. Et je suis allé dans son vignoble, donc après m'être fait beaucoup de réflexions sur ces maladies-là. Et un salarié qui partait en retraite dans les jours qui suivaient était là, à cette formation. Et j'ai formé un cordon double. J'ai pris les 2 branches qui me paraissaient les plus belles pour former ce cordon. Et lui m'a répondu, moi, j'aurais pas fait ça. Et donc, je lui ai demandé, explique-moi, pourquoi tu n'aurais pas fait ça ? Et il m'a dit, regarde, tu as pris 2 branches du même côté du cep, l'autre côté va crever. Et ça a été un vrai choc pour moi quand il m'a dit ça. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on est idiot ? C'est une telle évidence, ce qu'il vient de me dire là. Et j'ai fait tout de suite le lien par rapport à toutes les réflexions que je m'étais faites depuis quelques mois sur les maladies du bois. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à ouvrir des pieds, à regarder ce qui se passait à l'intérieur, avec l'autorisation des vignerons, bien sûr. Et il est devenu évident qu'abandonner un côté, c'était le faire mourir. Et c'était générer beaucoup de bois mort. En ouvrant des pieds, je me suis aperçu que les plaies mutilantes étaient impactantes et un petit peu à la fois. Donc, j'ai commencé à travailler sur ce sujet-là et à essayer de voir, d'essayer d'évaluer le plus précisément possible quel impact avait chaque geste sur la taille et comment ça pouvait générer du bois mort. Et pour moi, c'est devenu évident que ce n'est pas les champignons qui pénétraient dans les ceps pour générer du bois mort, mais c'est vraiment notre système de taille qui générait du bois mort, dans lequel venaient s'installer des champignons par la suite. Et donc, oui, en gros, 2 axes, équilibrer, en fait, ne pas privilégier un côté par rapport à l'autre, parce qu'il y en a un qui va mourir. Et la deuxième, c'est éviter les plaies de taille avec des tailles trop courtes, c'est ça ? Voilà, en fait, tout ce qui va générer du bois mort. Et les 2 facteurs principaux, c'est effectivement quand on ne taille que sur un côté, l'autre côté meurt. Et quand on fait des plaies très, très rases, très profondes, elles vont générer des cônes de dessèchement très profonds qui vont faire mourir du bois. Donc ça, c'était la base de départ qu'on a affinée par la suite en essayant vraiment de respecter les flux de sève, de travailler vraiment dans le flux. Et assez tôt, dès 2004 ou 2005, j'ai lu un article sur les travaux d'Eugène Poussard
qui était un salarié viticole, en fait, un ouvrier vigneron dans la région de Charente, qui avait déjà compris tout ça. Et quand j'ai réussi à retrouver son bouquin en 2005, j'ai vraiment vu un copier-coller de ce que j'avais recréé. Et ça m'a beaucoup rassuré en me disant, je ne vais pas dans le faux, puisqu'il y a un siècle, puisque ces travaux dataient de 1920, hein, en gros, il y a un siècle, des gens avaient déjà compris tout ça. Donc, ce que je fais, c'est pas n'importe quoi, puisqu'on est deux à un siècle d'écart à avoir eu les mêmes réflexions. Et en même temps, j'étais très chagriné parce que il avait déjà compris à l'époque, il avait déjà fait des choses extraordinaires, et malheureusement, ça a été un peu oublié. Là, on parle du Sancerrois, donc en fait, avec le Sauvignon, qui est un cépage particulier. Ce sont des méthodes qui sont adaptables en fait dans toutes les configurations de vignes, ou après il y a des adaptations? Alors, c'est totalement adaptable partout avec des adaptations. Et effectivement, on peut tout travailler sur le guyot. Donc, nous, au départ, on a 98% de guyot chez nous, donc on a adapté ça sur le guyot également. Mais on travaille avec le vivant, on travaille avec des plantes ligneuses, qui sont les vignes, qui s'approchent des arbres, qui ont leur particularité, puisque c'est une plante ligneuse type liane. Mais une fois qu'on a compris ces particularités, on peut les adapter à n'importe quel système de taille. Et si demain, quelqu'un crée un nouveau système de taille, ce qui est tout à fait envisageable, on peut adapter ces principes à ces nouveaux systèmes de taille. Ok, oui, parce qu'en fait, les principes, c'est respecter les flux de sève et pas couper globalement. Voilà, c'est respecter les flux de sève, c'est essayer de tailler dans les bons flux, c'est essayer de limiter l'allongement, rester dans un espace compatible à ce que les vignerons cherchent pour pouvoir travailler. Ouais. D'accord. Autre point, tu dis donc tu as commencé ce travail-là à Sicavac à Sancerre en 2005. On est donc 20 ans après. Et donc le bilan aujourd'hui sur les maladies du bois à Sancerre? À Sancerre, en gros, quand je suis arrivé, on avait des études précises sur le vignoble. On était à 4,3% de moyenne de mortalité, donc de pieds avec de l'esca qu'on arrachait parce qu'ils étaient trop abîmés. À l'heure actuelle, on est à moins de 2%. Donc en 20 ans, on a diminué par 2 la mortalité, sachant que partout en France, cette maladie-là a explosé. Donc on peut espérer que c'est vraiment ce travail, ce soin qu'on a apporté à la taille qui a permis de résoudre ça. On a des expérimentations qui sont en place, des expérimentations qui ont 15 ans, certaines, voire plus. Et on voit qu'il y a un vrai impact sur la mortalité des cèpes. Plus on respecte les cèpes, mieux c'est. Au départ, dans les années 2005, on faisait encore des erreurs. Il y a des choses qu'on n'avait pas encore comprises. Et notamment, une des erreurs principales que j'ai faites, c'est de vouloir absolument redescendre systématiquement dans les bons flux. Mais qui dit redescendre dans le bon flux, dit abandonner un volume de bois au-dessus, donc créer du bois mort. Et donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de respecter les flux de sève, mais de ne pas abandonner de bois mort. Donc on est allé un peu plus loin dans la démarche, et on arrive grâce à ça à diminuer de manière très significative ces maladies. Et est-ce que, en fait, changer sa méthode de taille, parce que là on est en train de parler de la longévité des pieds, puis on parlera, je pense, de dépérissement du vignoble après. Mais est-ce que ça a aussi un impact, la taille, sur d'autres paramètres de production de la vigne ou pas? Oui, en fait, dès qu'on a une taille équilibrée, avec des systèmes de fonctionnement de la sève qui sont normaux, en fait, c'est le sol qui va régir l'équilibre de la plante. À partir du moment où on va abîmer les flux de sève, abîmer le système plante, on a beau avoir un sol fertile, fonctionnel, ça ne circulera plus parce que la plante a des gros blocages. Donc, quand on a une vigne qui fonctionne bien, qui a été bien alimentée, qui n'a pas été mutilée au niveau de la taille, on va avoir bien meilleure régularité des cèpes sur la vigne. Et après, on va pouvoir, en cas de problème, vraiment se baser sur le sol, tout ce qui est votre travail, votre expertise, et faire en sorte d'avoir des vignes équilibrées, résoudre des points de blocage qui peuvent être au niveau de carence ou de tassement, puisque les tassements sont un vrai problème sur les sols. Mais bon, je ne vais pas t'apprendre ça, tu as observé ça bien avant nous. Et donc, si on arrive à tailler correctement, on résout beaucoup de problèmes de mortalité, mais aussi de régularité. Et quand on a une vigne régulière, elle est beaucoup plus facile à vendanger. On peut choisir une date de vendange pertinente. Quand on a une vigne très irrégulière, certains pieds sont mûrs, d'autres non.
Donc, on a quelque chose de plus déséquilibré. Donc, on améliore. Tout devient plus simple dans la gestion de la plante. On voit aujourd'hui, il y a un plan de dépérissement du vignoble. En fait, il y a des problèmes de mortalité, donc liés sans doute au matériel végétal, sans doute au sol, peut-être aussi au changement climatique qu'on peut observer dans les différents terroirs. Si en fait on prend une approche plus large et plus systémique aujourd'hui, quelles sont les causes justement de ce dépérissement de la vigne, en fait de cette pression agronomique ou de production accrue sur la viticulture? Les causes sont vraiment, vraiment multiples. Il y a vraiment ces phénomènes de taille qui ont un réel impact. On a des outils, des engins de plus en plus lourds, compactent les sols. On l'a vu, on a eu la chance d'avoir une formation avec toi là, hier sur le sol, sur le fonctionnement du sol. On s'aperçoit que même avec des vignerons vraiment compétents, qui travaillent, qui se posent beaucoup de questions et qui sont parmi les meilleurs vignerons chez nous, on voit des phénomènes de compaction parce qu'on a des tracteurs lourds. Donc il y a un vrai problème à résoudre à ce niveau-là également. Et après, on a d'autres problématiques, notamment des viroses, du Cournouet. On a un mur devant nous là, qui est en train qu'on est en train d'atteindre, qui est le dérèglement climatique, qui va faire aussi beaucoup de changements. Donc on a beaucoup de sujets sur lesquels il va falloir se pencher dans les années à venir. Ouais. Et si on devait, multiples causes, le sol, le matériel végétal, et on n'a pas encore parlé aussi de la sélection, le fait qu'on ait des clones et donc assez peu de diversité, qu'on a des contraintes parfois des cahiers des charges qui sont plus d'ordre culturel que technique ou réellement agronomique. En gros, pour toi, dans l'ordre, quelles sont les priorités de travail justement pour arriver à affronter la vague ou le mur qui arrive? Ça, c'est une excellente question, parce qu'en fait, il y a des choses qui, sur le court terme, sont faciles à faire, à régler, avec de la volonté, mais c'est tout ce que tu fais sur le travail du sol, c'est tout ce qu'on fait sur la plante, sur la taille. Ça, c'est du court terme qui permet de résoudre quand même beaucoup de problèmes. On a un vrai problème de virose, de Cournouet notamment, qui est de plus en plus impactant dans nos vignobles. On a beaucoup de mal à résoudre ce problème-là. On a deux solutions, c'est garantir le fait que le matériel certifié qu'on plante est sain. Et malheureusement, on peut avoir quelques doutes sur ces points-là. Donc parfois, on plante du matériel qui est censé être sain et qui ne l'est pas forcément. Et le deuxième gros aspect efficace qui fonctionne, c'est surtout de faire du repos, laisser reposer les terrains. Et c'est une chose qu'on fait de moins en moins, surtout dans nos appellations qui sont quelque part remplies. Toute l'appellation est plantée, donc on a du mal à faire ce temps de repos. Donc sur du court terme, il y a des vraies choses à faire, efficaces. Et après, il y a du plus long terme sur des problèmes sociétaux, traitement phytosanitaire, que veulent les clients en termes de qualité de vin. Et sur le dérèglement climatique, qui est le vrai mur qui va nous arriver très prochainement, qui est en train déjà de nous arriver dessus. Et là-dessus, il y a des vraies questions à se poser. On peut émettre des hypothèses, on peut émettre plein d'hypothèses. Moi, je suis à peu près convaincu que la vérité sera ailleurs et que les experts se tromperont. On se trompera sur ce qui arrivera dans 50 ans, dans 100 ans. Donc, on doit essayer d'anticiper ça. On doit essayer surtout d'ouvrir un maximum de voies pour trouver la bonne solution le plus rapidement possible. Donc, il y a la voie agronomique, et qui est plutôt une voie peut-être de court terme ou de moyen terme, si on parle de la matière organique. Peut-être en vigne un peu plus long terme pour la matière organique. Il y a la voie de court terme, en fait, qui est la conduite du vignoble. Donc, la taille, j'imagine, en fait, l'architecture aussi des vignes et du feuillage. Et au niveau en fait de la génétique, donc de ce qui va être les porte-greffes et puis les clones qu'on va choisir, éventuellement les cépages, quelles sont les pistes de travail aujourd'hui qui te semblent intéressantes? Voilà, je pense que tu as bien résumé les choses. Déjà, on a fait beaucoup d'essais sur la canopée, comment on va jouer sur les dates de rognage, les hauteurs de rognage, les ébourgeonnages, les effeuillages. Enfin, on a beaucoup travaillé là-dessus. On a des impacts modérés, mais
face à ce qui nous arrive, ces impacts sont vraiment trop insignifiants. Et clairement, ce ne sera pas des vraies solutions de long terme, c'est des solutions de court terme. Sur du long terme, effectivement, je pense qu'il faut qu'on raisonne, qu'on arrive à casser un peu nos codes d'AOC pour aller plus loin. Et aller plus loin, ça va être peut-être des nouveaux cépages, peut-être des modifications génétiques de nos cépages. On n'aime pas ça en France, hein, c'est un mot un peu vulgaire, mais on a ce qu'on appelle les NBT, qui sont en gros les nouveaux OGM. Alors, beaucoup de gens qui travaillent là-dessus n'aimeraient pas que je parle comme ça parce qu'ils ne veulent pas qu'on associe ça aux OGM, mais malgré tout, c'est de la manipulation génétique. Alors, moi, je n'ai pas d'avis là-dessus précis. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Ça, la société décidera, les producteurs décideront. Mais c'est une vraie voie d'évolution et clairement, on peut, grâce à ces moyens-là, garder un Sauvignon, le manipuler un peu pour que ça reste du Sauvignon, mais plus résistant à la sécheresse, plus résistant au mildiou, à quoi que ce soit. Est-ce que c'est la bonne voie? Je ne sais pas. L'autre voie, c'est vraiment de l'hybridation, de la création de nouvelles variétés, qui est une voie qui, en ce moment, est très active. Hein. Il y a beaucoup de créations. En France, il y a ce qu'on appelle des programmes RESDUR qui sont mis en place avec de nouvelles variétés qui arrivent régulièrement. Dans d'autres pays, c'est beaucoup plus prolifique. Hein. Les Suisses, les Italiens créent des nouvelles variétés assez régulièrement. Je ne parle pas des pays du Nouveau Monde, hein, qui sont aussi très, très impliqués là-dedans. Et c'est de manière évidente une voie qui permettra, par la génétique, de beaucoup plus vite s'adapter. Est-ce que ça créera des vins lisibles pour le consommateur et souhaités par le consommateur? Là, on a une vraie question. On a eu un peu le même débat il y a un siècle, quand le mildiou est arrivé chez nous, quand le phylloxéra est arrivé chez nous. Et quand le phylloxéra est arrivé, on a très vite créé des hybrides, le Noah, le Clinton, le Baco, tous les Oberlin, tous ces cépages-là, hybrides résistants, qui ont été créés par différents créateurs, qui ont eu un vrai intérêt de résistance par rapport au phylloxéra, de résistance par rapport au mildiou, au black rot, à l'oïdium, qui sont des cépages très, très durables, en fait. Hein. Si on en plante aujourd'hui, ils ont 100 ans, mais ils sont encore très résistants au mildiou, très résistants au black rot, très résistants à l'oïdium et au phylloxéra. Donc, c'est des cépages un peu géniaux. Par contre, ils n'ont pas tenu dans le temps parce que qualitativement, ils n'ont pas correspondu à ce qu'on cherchait. Donc, les nouveaux hybrides sont faits avec aussi un esprit qualitatif. Enfin, c'était le cas à l'époque, mais encore plus que c'est maintenant. Est-ce qu'eux arriveront à émerger, à dominer? Seul l'avenir nous le dira. Moi, je suis totalement incapable de donner une réponse. Et toute personne qui peut affirmer l'avenir, c'est les hybrides ou l'avenir, c'est nos cépages actuels, je trouve qu'ils ont beaucoup de mérite parce que moi, j'en suis pas capable. Bon, on se donnera rendez-vous dans 15 ou 20 ans. Dans 100 ans. Ou dans 100 ans, bon, pour en discuter. Si on revient sur des sujets plus agronomiques, ce que je trouve aussi très intéressant avec l'équipe que tu animes à la SICAVAC, c'est une logique rigoureuse d'essai. C'est-à-dire, en fait, tu testes, j'ai envie de dire, toutes les solutions, des plus farfelues, en fait, aux plus pointues et rationnelles, et de manière scientifique. Si on regarde maintenant cette thématique, alors qui, à l'écosystème, nous concerne beaucoup, qui est la gestion des sols et de l'herbe et des couverts végétaux dans les vignes, quel chemin a été parcouru en 20 ans par les vignerons de Sancerre, alors peut-être les plus innovants, et aujourd'hui, quelle est ta position sur ce sujet? Sur ce sujet-là, je pense qu'on a vraiment beaucoup évolué, hein, parce qu'il y a 25 ans, comme dans beaucoup de régions de France, c'était 95% d'herbicides en plein, avec des herbicides prélevés, et on n'aimait pas voir d'herbe dans les vignes. Il n'y avait pas une herbe de l'année. Et aujourd'hui, tu t'es baladé cette semaine chez nous, tu vois qu'en ce moment, toutes les vignes sont vertes globalement. Il y a un peu de désherbant, mais de moins en moins. Et surtout, on cherche à limiter au maximum ce genre d'intrants, à les utiliser vraiment que quand c'est nécessaire. Et quand je suis arrivé ici, c'était une des priorités, hein, d'essayer de comprendre l'impact de l'herbe. Et à l'époque, l'image qu'avaient les vignerons, c'était que l'herbe, c'est concurrentiel. On fait plus de raisins et on fait des raisins moins bons. On avait quelques cas, rares à l'époque, mais quelques cas de cuvées qui étaient faites sur des vignes enherbées où les vins étaient très bons. Et donc moi, j'ai voulu comprendre et on a lancé des premiers essais dès 2002 pour voir comment impacter l'herbe. Et si je résume ça très rapidement, on s'est vite rendu compte que la concurrence de l'herbe, elle est vraiment néfaste 15 jours avant le débourrement jusqu'à la fleur, en gros.
Donc c'est le moment où il faut limiter la concurrence enherbée pour que la vigne puisse pousser. Que après, au contraire, l'herbe n'a que des bénéfices. Elle va notamment capter les pics de minéralisation d'automne. Elle va stocker de l'alimentation pour la vigne. Et lorsqu'on va la redétruire au printemps suivant, justement pour limiter cette concurrence du débourrement à la fleur, on va redistribuer cette alimentation pour notamment l'azote, qui est l'élément principal principalement concerné. Donc on a beaucoup travaillé sur ces aspects-là. Et on a maintenant, je pense, une grosse part des vignes qui sont enherbées une bonne partie de l'année, en essayant de limiter au maximum l'impact sur le début de la saison, au moment où la vigne a besoin de pousser. Et on est plutôt en fait dans des sols qui sont assez lourds. On est sur des argilo-calcaires. Comment est-ce que tu vois justement le rôle de cet enherbement sur le sujet? On voit quand on se promène, des parcelles qui sont enherbées mais qui peuvent être assez tassées dessous. Donc il y a peut-être aussi parfois besoin de venir retravailler les sols. En gros, comment tu vois les choses? C'est là où tu nous as fait un vrai apport cette semaine. À une époque, il y a eu des enherbements permanents. On s'est vite rendu compte que c'était des espèces de moquettes d'herbes avec une brunification de la matière organique qui n'évoluait plus et qu'il fallait travailler cet enherbement. On s'est vite rendu compte que l'enherbement pérenne était très concurrentiel, que les jeunes touffes de graminées sont beaucoup moins concurrentielles et donc il fallait travailler ces sols. Et là, on a bien vu justement sur des enherbements qui n'ont pas été secoués pendant 2, 3, 4 ans. Et ça va très vite. En 2, 3, 4 ans, le sol va se compacter, va se fermer. Et même l'enherbement va moins bien fonctionner. Donc, on a besoin régulièrement on passe avec des engins lourds. On est sur des vignes étroites avec des enjambeurs qui passent au milieu des interrangs. Et donc, ces milieux d'interrangs, chez nous, sont compacts. Et on a beau trouver toutes les solutions. Et ça, c'est une des choses que tu nous as apprises, c'est qu'on a beau essayer au mieux avec l'enherbement de résoudre les problèmes. L'enherbement ne va pas résoudre un problème. Il faut résoudre le problème mécaniquement pour qu'après l'enherbement stabilise la situation correcte. Si je respecte tes propos, en disant ça. Et donc, on a conscience que juste mettre de l'enherbement, c'est intéressant pour plein de choses, pour l'érosion, pour l'équilibre de la plante, mais ça ne suffit pas. Il faut accepter qu'on ait besoin régulièrement d'outils de travail du sol pour recréer une situation favorable à la pousse des plantes, à la structuration en profondeur du sol. Ok. Merci pour cet entretien. Si on a envie alors tu n'as peut-être pas envie, mais si jamais on cherche à te contacter ou à te voir, en fait, comment ça fonctionne? On s'adresse à la SICAVAC. Oui, non, je n'ai pas du tout pas envie. Ouais. On fait beaucoup de formations toute l'année, on est sollicité régulièrement. Et donc, le mieux, c'est de contacter directement la SICAVAC. Après, on diffuse avec mes collègues, on essaie de répondre au mieux aux demandes, essentiellement l'hiver sur la taille. Et c'est vrai que l'été, on est plutôt ici dans le Centre-Loire, où on a largement de quoi faire. Parfait, merci François. Merci à toi. Un grand merci à notre intervenant du jour pour avoir partagé avec nous son engagement et sa passion pour la transition agroécologique. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode de l'Écho des campagnes. Pour découvrir et profiter de nos prochains épisodes, il suffit de vous abonner au podcast d'Écosystème sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez également vous former et vous informer grâce à notre newsletter mensuelle l'Écho des campagnes, à laquelle vous pouvez vous inscrire. Toutes les informations sont dans le descriptif de l'épisode. À très bientôt pour de nouvelles conversations sur l'agriculture.